Bonjour et merci d'être avec nous en français aujourd'hui, comme j'aime le faire à toutes les 4-5 émissions. Vous écoutez le balado et émission radio The Coolest Journey, où mes invités viennent partager le plus beau périple de leur vie à l'intersection de la santé et de l'environnement, que ce soit littéralement ou métaphoriquement. Et elles racontent leurs expériences, leurs anecdotes et leurs astuces, de quoi enrichir votre quotidien tout en contribuant à mieux prendre soin de notre planète et de nos communautés. Je suis votre animatrice, Hélène Caron, et aujourd'hui, je reçois une invitée bien connue dans la communauté franco de Hamilton, Marie-France Lefort. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Mmh. printemps 2014 lors d'une retraite de conseil d'administration pour le Centre francophone de Hamilton. J'avais beaucoup de difficultés à ce moment-là à me concentrer parce que j'avais des symptômes de post-commotion cérébrale suite à un accident de voiture que j'avais eu en février. Son empathie m'avait énormément marquée. Dernièrement, nos chemins se sont recroisés dans un cercle d'écriture qu'elle a récemment commencé à animer pour le Centre francophone de Hamilton. Et donc, j'ai pensé l'inviter à l'émission. Donc, vous allez être choyés aujourd'hui. Marie-France va nous parler de son engagement au sein de la communauté franco-ontarienne, de son entreprise qui a dessert et aussi d'autres passions qui l'animent, comme la randonnée pédestre et surtout l'écriture. Marie-France, merci de bien vouloir partager ton coolest journey avec nous aujourd'hui. Ah, ben merci de l'invitation. C'est tellement, tu sais, une invitation de venir parler de soi pendant 1 heure et demie. Bon, euh, c'est pas fréquent. Puis, en tout cas, j'avais le goût de partager ça avec toi, Hélène. Alors, Oui, ben merci, merci. C'est toute une expérience, mais c'est sûr qu'on va parler de toi, donc de soi, oui, oui. mais il ne faut pas oublier que c'est un peu comme histoire et histoire, histoire avec un grand H et histoire avec un petit H. Donc, on va parler de ton engagement dans la Mhm. communauté franco-ontarienne, en fait, de ton engagement dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Parce que j'ai appris il y a quelques minutes avant d'aller en onde, que tu as fait ton bac à l'Université de Moncton. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête, Marie-France, que tu étais du Québec. Parce que je sais que, OK, donc tu as fait un bac en Sciences Po à l'Université de Moncton. Tu as fait une maîtrise en Sciences Po à l'UQAM. Et je pense que c'était de là mon erreur, là. Ah, peut-être, Et oui. ouais, c'est peut-être ça qui est arrivé. Puis ensuite, tu es venu travailler dans la communauté franco-ontarienne au sein du gouvernement provincial. Est-ce que ça, j'ai comme le Oui, trajet pas pire? le trajet, tout à fait. C'est ça que c'est. Ouais. Oui, Donc, on parle davantage, c'est comme ton histoire à toi, oui, mais à l'intérieur de la grande histoire oui. francophone en milieu Francophone, oui, minoritaire. Ouais. oui, tout à fait. Ben oui, c'est ça. Alors moi, je suis le produit d'un papa acadien de la Nouvelle-Écosse et d'une maman québécoise. Et puis, c'est difficile de parler de mon parcours d'engagement communautaire sans me référer à eux, parce que vraiment, tu sais, deux parents avec trois enfants qui travaillaient fort tous les deux, ils étaient enseignants tous les deux dans des contextes pas toujours élémentaires secondaires, là, ils ont fait différentes choses. Mais tu sais, de trouver du temps pour s'engager dans les scouts, les guides, dans des causes francophones. Euh, Ça me surprend encore aujourd'hui. Tu sais, puis je pense que c'est dû à plusieurs choses. Je pense qu'on avait peut-être moins la même idée de la performance à l'époque. C'était correct de faire les choses un peu sur les chapeaux de roue. Alors c'est ça, mes parents, c'était pas des perfectionnistes. C'était des gens qui voyaient qu'il y avait des affaires à faire, fait que des fois, ils se relevaient les manches puis disaient, OK, on embarque. Alors, ma mère ils se sont rencontrés à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, donc où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans. Hey, puis, Euh, juste en passant, j'étais à Chitika. C'est une région oh, absolument superbe, tout à fait. sur le bord de l'eau. Si vous Oh, n'êtes jamais allé chez Tican, puis que vous vous demandez où aller en vacances, quand il semble y avoir moins de place où aller en vacances, allez donc en Nouvelle-Écosse. Allez dans les c'est maritimes de façon générale, mais faites un saut, parce que c'est un des plus beaux coins du pays, puis je suis très chauvine là, quand je dis ça, mais c'est vrai.
c'est très, très, très Et, beau. et une communauté ouais, ben, Oui. franco, Ben, acadienne, tout à fait acadienne. c'est Ouais, acadienne, mais j'allais ouais, dire francophone de la Nouvelle-Écosse, là, mais c'est une ouais. communauté acadienne, Ah, tout à francophone, fait. Oui, oui, extrêmement chaleureuse et oui, accueillante. Et puis je pense que c'est ça qui a surtout marqué à nous, oui, notre séjour, à mon mari et à moi. J'étais là avec des cousins, cousines, puis on a fait comme le tour pas mal, là. bien Mais sûr. c'est quelque chose qui nous avait absolument frappé, c'est la chaleur des Acadiens et des Acadiennes là-bas. Oui, oui. Ils sont Ah, contents d'avoir de la visite. Puis oui, puis je pense que c'est ça. C'est juste, c'est des gens accueillants. Euh, Moi, j'ai grandi, tu sais, on a déménagé par après, mais moi, je me souviens que, tu sais, les gens entraient sans frapper chez les, tu sais, on se visitait comme ça. Il y avait, tout le monde se connaissait, tout le monde était un peu parent, sans doute aussi. Alors, tu sais, il y avait beaucoup, c'est ça. Comme enfant, c'est vraiment une expérience que de dire, tu n'appartiens pas à tout le monde. Euh, Juste une petite anecdote, j'avais 7 8 ans, probablement 8 ans, j'avais un nouveau bicycle. Puis je m'étais dit, OK, je vais partir de chez nous, puis je vais aller à la plage, qui n'était pas si loin, mais en bicycle pour un enfant de 8 ans, c'était peut-être un peu loin. Fait que c'est ça, j'ai passé l'après-midi sur la plage, je me suis baignée un peu, j'avais mon vélo avec moi. Mais là, pas d'eau, il faisait chaud, tu sais, la petite fille, là, bon, puis il y a une butte à monter, puis tout ça, en tout cas, je commençais à trouver le temps long. Et puis, il y a quelqu'un comme ça qui a arrêté, puis je savais à peu près c'était qui. Puis j'ai mis mon vélo dans, quelque part dans son auto, puis elle m'a ramené exactement chez nous. Puis je suis même pas sûre que je l'ai dit à mes parents que j'avais oh fait ça. wow! Ah, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Alors, c'était un endroit comme ça où tu sais, il y avait énormément de liberté. On était dehors. Tu sais, puis il y avait de la famille élargie aussi. Alors, je dois dire que cette période-là, mon enfance, j'en garde un souvenir vraiment idyllique, là, tu sais, autant que possible. Puis, autant, tu sais, ben, et puis, bon, mes parents étaient aussi, ils étaient enseignants, puis ils voyaient aussi que les opportunités peut-être dans un petit village de 1100 personnes, c'était pas tout à fait ce que les autres voulaient pour nous. Puis mon père, lui, il avait le goût aussi de déployer ses ailes. Je pense il était bien connu, puis il était bien impliqué dans son patelin, mais je pense qu'il voulait faire d'autres expériences. Alors, c'est ça. Alors, de là, on est déménagé au Nouveau-Brunswick, où j'ai fini mon école primaire secondaire et de là, l'Université de Moncton après. Ah, wow! Ouais, Mais juste pour revenir à ce que tu disais, que c'était pas, tes parents, c'était pas des perfectionnistes, ouais, c'est une leçon pour nous aussi là, à oui, retenir. C'est quand on veut faire un engagement communautaire, ça n'a pas besoin d'être parfait, là. On voit des non. choses qui ont besoin d'être faites ou créées ou qui ont besoin d'être appuyées dans la communauté. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'avoir les qualifications parfaites pour le faire, juste de vouloir le faire, de vouloir apprendre, puis d'apporter différentes solutions, puis de mettre la main à la pâte. C'est ce qui est important là, là-dedans. Oui, tout à fait. Non, puis ça, c'était vraiment. C'est pas. Puis je suis pas sûre que, tu sais, en grandissant, ils m'ont dit, ben, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça comme ça. D'ailleurs, c'était pas une génération qui donnait des conseils à ses enfants. Moi, j'ai jamais senti. Tu sais, je pense que ça les aurait déçus si je n'étais pas allée à l'université, par exemple. Mais de dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas être médecin, tu vas être jardinière, je sais pas. Il n'y a jamais eu tu sais, de pression de cette nature-là. Euh, Puis ils étaient enseignants tous les deux. La dernière affaire qu'ils auraient faite, eux autres, c'est aller dans une rencontre parents-élèves. Des fois, je dis, ben, tu pourrais y aller. Non, ben, c'est toujours la même affaire. Ça va bien, OK. Tu sais, ils étaient pas, c'était pas dans leur niveau de préoccupation. Puis c'est ça. Je pense à ça, puis je me dis, il y a des gens dans la vie qui passent au travers. C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas eu d'épreuves ou quoi que ce soit, au contraire, mais c'est pas des gens qui s'enfargeaient dans les fleurs du tapis. Ils venaient de grosses familles, les deux. Puis bon, tu sais, on vivait du mieux qu'on pouvait, puis on essayait d'être bon pour soi, pour sa famille, pour les Pour la amis. communauté. Puis Pour c'est la ça, communauté pour la aussi. Je pense communauté, c'est que ça. Ouais, parce que, étant donné que tes deux parents étaient enseignants, ouais, qui étaient impliqués aussi dans les activités de leurs enfants, toi puis tes frères et sœurs, là, ouais, et
Donc, c'était inné dans eux qui avaient le sens de la famille, mais de la communauté aussi, puis que c'est important d'avoir une communauté forte autour de soi Oui. pour pouvoir on parle de survie souvent dans des Hmm. situations minoritaires pour les francophones, mais c'est plus que ça. On ne veut pas juste survivre, on veut s'épanouir. Et Oui, donc, on a tout à fait. besoin de personnes qui s'engagent au sein de communautés francophones et francophiles. C'est pour ça que je préfère le terme des communautés franco. Oui, oui, Euh, oui. des gens qui s'impliquent justement pour faire en sorte que la communauté est vibrante, puis il y a un espace où on peut vraiment croître, puis apprendre, puis c'est le fun, tu sais. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'était une période aussi, je pense, les années 70, tu sais, si on pense bon, période Trudeau était premier ministre, tout ça, il y avait, tu sais, je pense, avec ce qui se passait au Québec aussi, il y avait une espèce de prise de conscience aussi de l'existence de communautés hors Québec. Puis ça fitait dans cette vision libérale de deux peuples fondateurs d'un océan à l'autre et tout ça. Alors, tu sais, mon père faisait un petit peu de théâtre amateur, puis avec ses élèves, puis tu sais, il disait, on avait fondé une troupe, puis il y avait des subventions qui nous venaient, fait qu'on faisait des petites tournées en Nouvelle-Écosse. Tu sais, il y avait Wow. des sous pour faire des choses pour ceux qui avaient de l'imagination, pour dire, OK, essayons ceci, ceci, cela. Donc, tu sais, c'était une période un peu comme ça aussi, je dirais, d'effervescence probablement du côté francophone hors Québec. Ça, c'était dans les années 70, hein? Oui, 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 Ça me oui, surprend un peu, je veux dire, parce que dans les années ouais, 60, avec la Révolution tranquille qu'il y a eu au Québec, il y a eu une espèce de changement d'identité de Canadien français ou Canadienne française à Québécois, Québécoise, et donc ouais, beaucoup plus centré sur le Québec. Et ça me surprend que dans les années 70, en plein milieu il y a eu le référendum en 76, il y a eu toutes sortes de remous au sein de la société. J'aurais pas cru que le Québec aidait encore financièrement les communautés oh, pas le francophones Québec, avec ça. non, non, c'est pas le Québec qui C'est faisait ça. le C'est le gouvernement fédéral. c'était le OK. fédéral, puis imagine, tu sais, c'était la contrepartie quelque part, parce que, tu sais, si tu veux, puis ça, c'est un débat qui demeure aujourd'hui, c'est que, tu sais, si tu veux prouver que le Canada bilingue, c'est vrai, puis ça fonctionne, ben, tu as besoin de communautés francophones hors Québec fortes. Alors, qu'est-ce que tu mets? Tu mets de l'argent pour aider les provinces à développer les écoles de langue française, pas toujours avec le même niveau de succès partout. Mais, tu sais, donc ça, c'était quelque chose qui se bâtissait. Des organismes comme la Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Écosse en Nouvelle-Écosse, la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, ce qui est devenu l'AFO en Ontario. Alors, Mhm. quand je parle d'effervescence, c'était un peu ça, c'était un peu cette prise de conscience-là. Puis il faut penser aussi que les Acadiens, les Franco-Ontariens, tout ça, euh, avec des nuances, là, bien entendu, mais c'est sûr moi, je me souviens que mes parents étaient politiquement, tu sais, suivaient, ils lisaient les journaux, tout ça, puis donc il y avait un parti québécois au Québec, mais il y avait un parti acadien aussi comme émergent au Nouveau-Brunswick, par exemple. Puis mes parents trouvaient ça intéressant, trouvaient ça OK, parfait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Puis comment est-ce qu'on peut appuyer peut-être certaines choses? Alors, tu sais, tout ça, tu sais, c'était une période, tu sais, en Ontario, on parle beaucoup de lutte, mais c'était une période de lutte pour des droits. Alors ça, Oui. c'était excessivement générateur puis motivant pour les gens de cette époque-là. Puis pour moi, qui regardais un peu ce qui se passait autour de moi, ça me donnait aussi le goût de m'engager assez jeune quand même. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est l'idée d'un modèle, tu sais, qui disent pas fais comme je fais, mais qui parlent leur exemple, tu sais, lance un message quand même assez important. Puis, de façon intéressante, ensuite, quand j'ai travaillé au gouvernement, puis en Ontario, puis j'ai travaillé en éducation en particulier, c'était des conversations que j'avais avec
les directions d'école, avec les conseils scolaires aussi, puis les conseillers scolaires, tu sais, vous êtes des modèles pour vos enfants. Tu sais, faites-vous-en pas, ils vous regardent aller. Puis, tu sais, si vous êtes passionné dans ce que vous faites, puis si vous, tu sais, vous avez des avancées, puis si vous célébrez ce qui se passe, eux autres aussi vont s'en souvenir. Puis eux autres aussi vont faire le choix de l'école de langue française pour leurs enfants, même si peut-être maintenant, c'est pas évident. Tu sais, quand tu as des ados en rébellion, là, tout ça, Oui, ben les ados en c'est... rébellion, des Ouais, fois, les ressources ouais, sont pas les mêmes du côté francophone que du côté absolument. anglophone aussi. Ouais, Là, il faut le dire, hein. Souvent, les jeunes vont passer de l'élémentaire en français au secondaire en anglais parce qu'ils veulent avoir accès à des équipes de sport ou d'autres programmes. Mais de plus en plus, les écoles francophones commencent à se spécialiser. Puis je veux aussi revenir sur quelque chose que tu as dit dans les années 70, c'était aussi des années de lutte énormément. On a juste pensé à l'Ontario avec le règlement 17 qui, faudrait que, là, je creuse dans ma mais mémoire, le là, règlement mais 17, c'est plus qui, vieux que ça, là. C'est vraiment début c'est du ça. siècle. Oui, oui, oui. C'est ça qui Mais, empêchait ouais, les écoles de langue française en Ontario. Et donc, ça, c'est c'est ça. Ryan Paquette qui m'avait raconté ça. Puis ça a donné que plus tard, Ouais. j'avais interviewé au sein de mon émission radio French Toast. Il y a un groupe de musique qui s'appelle Règlement 17 en Ah Ontario. oui, OK, Oui, je oui, savais pas hey, ça. c'est de la musique engagée, ils sont super bons. Mais tout ça pour dire que Ryan Paquette, il me racontait que dans les années 70, là, on se promenait à Hamilton, puis lui, il me disait, il parlait français avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis régulièrement, il se faisait dire, Hey, speak white. Oui, oui. Ah Speak oui. white. Dans le Mhm. sens, arrête de parler français, là, c'est en anglais que ça se passe ici, là. Ouais. Puis ceux qui sont en train de dominer le tout sont blancs, là. C'est que c'est entre les années 70 puis maintenant, il n'y a pas Ouais, tant ouais. d'années que ça, là. Donc, on parle de lutte énorme au sein de la communauté franco-ontarienne quand on pense maintenant qu'il y a deux conseils scolaires en Ontario qui sont francophones. Il y a le conseil public, le conseil catholique. Les jeunes ont les parents ont des choix pour leurs jeunes, là, mais c'est pas encore donné, là, tu sais, les années 70, ça Non. commençait, là, à être légal, ces écoles-là en langue Ben, française. c'est ça. Alors, c'est c'est ça, avant qu'il y ait eu complètement l'accès là, à des écoles secondaires un peu partout. Déjà, il y avait des écoles secondaires, mais dans le secteur, du côté des conseils publics, mais encore là, il n'y avait pas la gestion scolaire. Donc, mais des écoles secondaires existaient, bien sûr. Puis, non, non, ça a été, mais ça a été c'est ça, ça a été une période C'est des luttes. d'effervescence, c'est ça. Puis, tu sais, de, de retour sur justement des injustices qui dataient de plusieurs décennies, comme le règlement 17 en Ontario. Euh, Au Nouveau-Brunswick, par exemple, tu sais, on a déconfessionnalisé l'éducation dans les années 1870, je pense. Ben, ça a donné deux Attends un petit peu. choses. As-tu dit dans les années 1970 ou 1800, 1870? Oh, 1870. wow! Fait que ça Wow! a eu deux effets. C'est que ça a eu l'effet, d'une part, de limiter l'accès à l'éducation pour les Acadiens parce que eux, tu sais, il y avait un attachement à l'éducation en langue française, mais qui était aussi de confession catholique. Alors, tu sais, même phénomène un peu qu'en Ontario. Donc, si tu voulais poursuivre des études un peu plus loin que, disons, la sixième, septième année, mettons, euh, ça se passait dans des établissements privés catholiques. Ceux qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas se payer ça, eux autres, bon, ils terminaient. Alors, mais ce que ça a fait, c'est que dans les années 60, quand, entre autres, Louis-G. Robichaud est devenu premier ministre du Nouveau-Brunswick, euh, il y a eu toute une campagne d'égalité des chances et ça a donné que les Acadiens ont eu accès à leurs écoles de langue française gérées par eux-mêmes euh, plus tôt. Il y a comme dans certains cas, je pense presque 20 ans d'avance. Donc, parce que c'était plus une question de public catholique, c'était bon, c'était la langue qui était l'enjeu ici, alors c'est ce que ça a donné. Mais c'est ça. Alors, tout ça, tout ça pour dire que c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Ça a été
ça a été compliqué, ça a été des luttes, puis il y en a encore des luttes à Hamilton, les gens le savent. Tu sais, ils attendent encore leur nouvelle école secondaire adéquate pour leurs Ça enfants. fait 20 30 ans qui en Oui, parle. Quand moi, j'ai oui. déménagé en 96 à Hamilton, moi, je suis Mm. originaire de Montréal, j'ai déménagé en 96 pour travailler là. Même 96, 97, 98, j'avais déjà vent d'une école secondaire qui allait venir en français. Puis après ça, j'ai commencé à être impliquée avec le centre francophone. Oui, on parle de l'école secondaire en français. Il y a un terrain qui parlait d'être acquis près du Fortinos sur la rue Main West. Il n'y a rien qui est arrivé. Puis c'est encore le cas. C'est ouf, oui. Les luttes Ouais. continuent, c'est pas Ouais, le évident. financement Puis, est là, le financement est là, le terrain est choisi, il va y avoir construction, là, tu sais, il y a eu quand même des progrès de ce côté-là, mais tu sais, c'est long. c'est Le long, succès, puis ça, le succès est long à venir, c'est ça. ouais, ouais, puis Ouais. ça prend Puis ça vraiment demande des beaucoup. gens. Ça prend vraiment des gens engagés pour faire en sorte Mhm. que ces projets-là continuent à aller de l'avant. C'est pas évident. Moi, je sais que j'ai pas cette patience-là, mais ça prend des gens qui sont beaucoup plus patients que moi pour faire ça. Ça prend des Ouais. gens patients puis déterminés, puis tu sais, qui se disent, quand je pense aux parents, tu sais, peut-être que mes enfants ne profiteront pas, mais au moins, tu sais, les parents, les enfants de d'autres parents pourront y avoir accès. Donc, c'est ça qui est aussi fascinant dans l'engagement des gens, c'est sûr, c'est Puis, sûr. une parenthèse ici, on voit la même chose en Colombie-Britannique. Ah oui, hein? Oui, Ouais. dans la région de Vancouver, là, il y a eu, c'est l'année dernière, je pense qu'il y a eu un jugement qui a été rendu pour une école secondaire qui devait voir le jour, puis qui n'a pas encore vu le jour. Bon, ça se poursuit. Puis les parents continuent à pousser dans le projet en se disant, ça ne sera pas pour mes enfants, mais je sais qu'éventuellement, même si c'est pour les enfants de mes enfants, ben au moins ils vont avoir une école à ce moment-là. Mm. C'est ça. Donc, ouais, l'engagement, là, puis on parle juste des écoles. Il y a d'autres choses, il y a d'autres activités, il y a d'autres organismes dans lesquels les gens peuvent s'impliquer, mais surtout des organismes qui font en sorte que la communauté est vibrante. Euh, Ouais. Quand on pense à Hamilton, on pense au centre francophone. Il y a le centre de santé communautaire. Il y a l'ACFO ou l'AFO. Là, je pense que c'est rendu l'AFO maintenant, Oui, l'Association la faux francophone. provinciale, mais la faux régionale est à Hamilton, c'est sûr. Oui, Oui. oui, oui. Il y a le Collège boréal, si jamais les gens Oui, veulent s'impliquer au niveau de l'éducation postsecondaire. Il y a les mamans. Il y a une foule d'autres plus petits organismes aussi. ouais, ben de plus en plus tu sais, organisé autour de provenance culturelle, par exemple. J'étais samedi, j'ai eu la chance de faire partie du jury du premier concours oratoire organisé par l'Association camerounaise de Hamilton. Euh, Écoute, j'ai tellement tripé. C'était de l'ouvrage parce qu'on était trois, puis il y avait quand même une quinzaine de candidats, puis il y avait beaucoup de critères. Mais, tu sais, juste d'entendre les jeunes, ils étaient jeunes en plus, tu sais, entre 12 et 15 ans, donc Oh. s'exprimer sur une foule de sujets allant de l'environnement à l'intelligence artificielle, à la nutrition, à plein d'affaires. C'était vraiment, j'ai appris des choses. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, tout le monde était là, là. Tu sais, c'est papa, maman, les frères et sœurs, tout le monde vient encourager l'étudiant en question. Et puis, ouais, je salue en passant euh, Hugues Canefa qui a organisé ça, qui est prof euh, aussi dans une école francophone de Hamilton, mais vraiment un bel événement. Et aussi, je trouve que ça souligne vraiment l'apport des communautés culturelles à la communauté francophone ou francophile. C'est pour ça que je préfère dire communauté franco, parce que c'est pas tout le monde qui a le français comme langue maternelle. Non, Peut-être c'est qu'ils sûr. parlent, je sais pas moi, peut-être qu'ils parlent un dialecte quelconque ou une autre langue au Cameroun, mais ils ont appris le français parce que c'était l'ancienne langue du dictateur, du colonisateur, là. Et donc, s'ils parlent français comme langue colonisatrice, ils arrivent ici, ils parlent déjà français plus une autre foule d'autres langues. Mais est-ce que le français, est-ce qu'ils se considèrent eux comme francophones? Peut-être, peut-être pas. Donc, c'est pour ça que je dis francophone et francophile, donc franco.
Franco, Franco. ça englobe tout. C'est ça, c'est ça. Mais et donc, la vitalité de nos communautés, je crois, passe par l'immigration, par l'apport de l'immigration, que ce soit à Hamilton, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Acadie, que ce soit même ici dans l'Ouest, là, dans Oui, les prairies aussi, c'est la même chose, là. puis je vais parler, c'est un message que je veux lancer aux Franco-Ontariens parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en arrivant, euh, puis je pense que ça fait de l'Ontario français une terre d'accueil particulière. Par ça, je veux dire que quand je suis arrivée pour un job, je travaillais au ministère de la Santé, c'était les débuts de la loi sur les services en français. On s'en allait développer des services bilingues dans le secteur de la santé. Et partout où j'arrivais, partout où je passais, puis mon Dieu qu'on a voyagé un bout, que ce soit à Timmins, à Sudbury, à Barrie ou Penetang, ou partout. J- toujours, il y avait un accueil formidable, puis je me sentais chez nous. Tu sais, c'est comme, j'arrivais de Montréal, je venais de finir mes études à Montréal, puis tu sais, je savais que je me sentais bien là aussi, pour toutes sortes de raisons. J'avais un lien comme un cordon ombilical quelque part un peu, euh, mais quelque part, je me sentais peut-être pas mal plus chez nous à Sudbury ou à Timmins, parce que c'est la même réalité que je connaissais en grandissant. Donc, ça, je pense, cette capacité d'accueil. Puis je dis pas que tu sais, il faudrait parler à quelqu'un qui a un parcours d'immigration vraiment tu sais, d'un autre pays pour valider ça. Mais je vais dire quelque chose. Je pense que compte tenu de notre passé colonial au Canada, je pense qu'on a quand même réussi quelque chose en Ontario français qui n'est pas si pire. C'est-à-dire que de reconnaître que les parlants français qui arrivent de partout sont les bienvenus, puis sont une plus-value pour nos écoles, sont une plus-value pour nos communautés. Et je pense qu'il y a un organisme à Hamilton, justement, qui s'appelle Communauté accueillante, euh, qu'on est une communauté accueillante. Pas parfaite, pas parfaite, mais quand même accueillante. Alors moi, tu sais, ça me fait plaisir, puis c'est une fierté, je trouve. Euh, Quand je travaillais au ministère de l'Éducation, j'ai eu la chance à travers un projet un peu fou, puis en tout cas, si on a le temps, on en parlera, mais en tout cas, c'est de rencontrer des personnes qui travaillaient donc en éducation dans différents pays de l'OCDE. Et on lançait, nous, une politique d'aménagement linguistique pour dire essentiellement que nos écoles de langue française, oui, elles fonctionnaient en français, mais c'était plus que ça. Elles avaient aussi comme un devoir euh, Oui, oui, de connecter toutes ces identités-là en une identité franco. Donc, on se préoccupait pas juste de langue, mais aussi de culture. Ça, oui. c'était déjà, pas, je dis pas subversif, mais c'était déjà quand même une grosse couleuvre à avaler pour le ministère de l'Éducation, the Ontario Ministry of Education of Ontario. Écoute, sur ça, là, moi, je Ouais, connais quelqu'un, Stéphanie Postumus, qui enseignait, elle était professeure à l'Université McMaster, ouais, qui depuis a ouais. déménagé à Montréal pour enseigner à l'Université McGill. Ses enfants étaient à l'élémentaire à Hamilton, donc les enfants, évidemment, sont passés au primaire au Québec. Et quelle n'était pas sa stupéfaction quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enseignement justement culturel par rapport à l'identité avec ses enfants à l'école. C'était même pas discuté. Tandis qu'en Ontario, ça faisait partie de l'enseignement. Ouais. Donc, elle me racontait que ne savait pas trop, mais comment ça se fait qu'ils n'enseignent pas parce qu'elle me posait la question parce que j'ai grandi au Québec. Elle me dit, mais comment ça se fait qu'ils n'enseignent pas justement l'identité québécoise, puis tout ça? Puis j'étais comme, écoute, je sais pas, mais je trouve que l'Ontario est bien en avance là-dessus. Puis c'est justement ça qui fait en sorte qu'on arrive à se souder davantage en tant que communauté. Et non seulement ça, d'un point de vue communauté bienveillante et accueillante, Mhm.
Moi, j'ai fait du travail pour le ministère de l'Éducation en tant que sous-traitante pour une compagnie qui faisait des vidéos sur les meilleures pratiques dans les écoles. Donc, on parle de OK. meilleures pratiques des enseignants et des enseignantes dans leur salle de classe. Oui, Alors, oui, oui. par exemple, on avait fait des capsules sur euh, la littératie financière. C'en était une. Et donc, moi, je me suis promenée, moi aussi, dans les écoles de l'Ontario pour pouvoir. Moi, j'étais derrière la caméra là, pour faire tout ce qui était interview, tout ce qui était. Parce que mon équipe était anglophone. Euh, La même équipe avait été engagée pour faire les capsules en français et en anglais. Donc, moi, j'arrivais du côté francophone, puis c'est moi qui faisais toute la coordination. L'accueil qu'on avait dans ces écoles-là, Timmins, Penetang, Saint Catharines, on était plus aussi sur le bord du lac Erie aussi, une école, entre autres, que je me rappelle, je me rappelle de l'école, je me rappelle Ouais. de l'enseignante qui s'appelait Ginette, mais je ne me rappelle pas du reste des noms. Oui, oui. C'était un accueil absolument incroyable et Mhm. les écoles non seulement accueillent les familles qui arrivent, mais elles agissent aussi à titre de guichet unique Oui. pour diriger ces familles-là vers les autres organismes dans la communauté qui pourraient les aider, Mm. soit pour les aider à s'installer dans la communauté, pour leur dire c'est quoi les services qui sont disponibles, légalement, à quoi est-ce qu'ils ont droit aussi, s'ils ont besoin d'aide. La clinique juridique, c'en est un autre exemple d'organisme francophone à Hamilton. Mhm. Donc, c'est ce genre de choses-là que l'école arrivait là à titre de guichet unique, un peu comme le Centre francophone de Hamilton fait aussi. Chaque organisme francophone essaie justement d'accueillir ces gens-là, puis de les rediriger aux besoins vers les autres organismes que les familles dont les familles pourraient avoir besoin. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que tu as été accueilli chaleureusement dans ces Oui, régions-là. Puis en oui. plus, c'est comme si tout d'un coup, on avait une famille, on ne savait même pas qu'on avait, qui nous accueille, puis qui nous dit, si tu as besoin de quelque chose, là, tu nous laisses savoir, puis on va te diriger vers les gens qui vont pouvoir t'aider. Wow! Tu sais? Ouais, 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 Wow! ouais. Non, c'est ça. Puis donc, c'est un mélange de différentes choses. Je pense qu'il y a déjà en Ontario tu sais, une capacité d'accueil, puis on reconnaît qu'on est une terre d'immigration. Mais du côté francophone, tu sais, puis là, je pense que je vais faire un petit contraste peut-être parce que je pense que c'est plus compliqué l'identité francophone en Acadie dans un sens, puis je sais que ça a évolué beaucoup là, dans les 20 dernières années. Mais certainement, tu sais, c'est n'est pas acadien qui veut. Tu sais, c'est comme un groupe ethnique quelque part. Donc, Mhm. oui, bien sûr, tu sais, on accueille puis on est content, mais c'est sûr qu'il y a il y a une autre relation à l'autre, je pense. Puis cette identité forte-là fait que, puis il y a peut-être des similarités avec le Québec quelque part, cette identité forte-là fait que, tu sais, bon, ben, nécessairement, on doit se positionner par rapport à l'autre qui vient. Alors que quelque part en Ontario, déjà, il y a cette notion de terre d'accueil, mais il y a aussi le fait que du côté francophonie, hey, viens-t'en, on va être plus forts ensemble. Tu sais. Ouais, Alors, c'est ça. Puis encore là, c'est pas parfait. C'est c'est pas ça. parfait. Tu sais, c'est pas, tu sais, moi, je me souviens des commentaires dans les écoles, tu sais, où les parents, tu sais, immigrants disaient, bon, ben, OK, puis des comme nous, est-ce qu'il y en a, là, je sais, parmi les profs? Puis est-ce qu'il y en a parmi les directions d'école? Puis est-ce qu'on peut avoir un débat sur la qualité de la langue et tout ça? Alors, tout ça, ça peut être confrontant aussi, mais Mhm. tu sais, je pense qu'en gros, là, je pense qu'il y avait un paquet de facteurs qui faisaient et qui font encore que dans cette imperfection-là, il y a quand même je- en tout cas, moi, je le vois, puis je pense qu'Hamilton, c'est un bel exemple de ça. Je trouve qu'il y a des beaux exemples un peu partout aussi à London. Souvent, c'est quand la communauté francophone de souche n'est pas assez grosse qu'elle se dit, tu sais, comme on va contrôler tout, tout, tout. On a besoin, tu sais. Ouais.
Alors ouais. que des fois, bon, quand les gens sont déjà plus nombreux, il y a peut-être que ça fait plus de flamèches, mais en tout cas, je pense que moi, j'ai senti ça à Hamilton, en tout cas, qu'il y avait un bel accueil. Oui, je pense que ça serait une conversation intéressante à avoir aussi avec Lisa Breton, qui était l'ancienne directrice Ouais, générale du Centre français de Hamilton, qui est devenu le ouais, Centre francophone de Hamilton. Déjà, le changement de nom, c'était quelque chose. oui, oui, oui. Moi, je pense que je l'ai vu. J'ai commencé à être engagée davantage en 2002-2003. Lisa était déjà là au sein de la direction générale. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'avait déjà expliqué, puis moi, j'ai vu des changements aussi, mais ça a commencé vers la fin des années 90, puis ça a pris jusqu'à peu près 2010-2015 pour que la transition se fasse d'une communauté de souche qui protégeait son identité à une communauté beaucoup plus ouverte. Mais ça serait une conversation à avoir avec Lisa qui était vraiment au front pour voir ces changements-là. Oui, Mais oui. je veux juste souligner que l'Association des auteurs de l'Ontario, eux et elles, pour faire partie de l'association et donc pour être considérés comme auteurs francophones de l'Ontario, il s'agit d'avoir vécu sur le territoire ou de s'identifier comme francophone ou francophile. Mhm. Tu sais, ça veut tout Oui, dire. Ça veut oui, tout c'est le dire. fun, ça. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est clair, c'est écrit dans leur. À moins que ça a changé dernièrement, là, mais c'est écrit dans leur. Pas dans leur. C'est pas des prérequis, là, mais c'est très clairement expliqué sur leur site Web. J'ai parlé à Mhm. plusieurs auteurs aussi et ce qui est intéressant aussi, c'est eux disent auteur et auteure et non pas auteur et autrice. Ça, j'ai trouvé Oui. ça intéressant. Je préfère auteur, mais ça, c'est Ouais. personnel. Ouais. Parenthèse, moi, je préfère auteur aussi. Premièrement, juste pour le son, j'aime bien qu'on mette OK. le E, Ouais, mais c'est c'est autrice. Mon Dieu, OK. ouais, c'est En tout ça. cas, Autrice, moi, je trouve que ça fait autruche, mais ça, c'est. Ah, bon. Puis apparemment hey, que le mot autrice, ça existait déjà au Moyen Âge. Donc, bon, OK, là, je comprends. Donc, on s'en va pas réinventer, on va chercher ce qui existait déjà. OK, je c'est peux ça. vivre avec ça. J'ai eu un entretien avec une professeure de UBC avec qui j'ai été à l'Université de Toronto. Elle se spécialise, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Ça va me revenir. Ben, elle se spécialise justement dans l'inclusion dans la langue française. Puis elle me racontait que jusqu'à ce que soit formée l'Académie française, la langue française était assez inclusive. Et quand Oui, l'Académie est arrivée, ça a c'est été là une qu'on a façon commencé exact oui, de masculiniser les noms voilà. des emplois. Et donc, autrice est partie, entre autres, puis il y en avait plein d'autres, là, puis ça a été une façon aussi de remiser les femmes dans la sphère domestique, donc au foyer, Hmm. à la maison, et non pas dans l'espace public. Donc, c'est une sorte de. On pourrait s'en parler longtemps, là. Mais on va revenir à nos petits moutons, Oui, c'est-à-dire revenons à nos boutons. l'engagement franco-ontarien. Communautaire. Oui, Ouais, ouais, ouais. oui. Et donc, écoute, on a fait une espèce de gros détour dans la communauté francophone, mais c'était un détour extrêmement intéressant de ma part pour t'en entendre parler. Et Oui. donc, comment, laisse-moi poser ta question. Comment est-ce que toi, ton identité francophone à toi, comment est-ce que ça a influencé ton cheminement professionnel? Ah oui. Ben Parce que là, beaucoup, tu beaucoup. t'identifies comme acadienne, tu as étudié au Québec, tu arrives en Ontario. Ben là Comment maintenant, tu te perçois? ben, Ouais. tout de suite, je me perçois comme une, je te dirais, franco-ontarienne d'origine acadienne, je pense, parce que les deux sont importants, mais je renie pas là-dedans, il n'y a pas de place pour mes racines québécoises. Peut-être, elles sont là, c'est sûr. Puis je pense que c'est plutôt parce que j'y ai pas habité. Tu sais, j'ai fait un séjour comme étudiante. Euh, et puis on y allait parce que ma mère avait de la famille, mais tu sais, donc c'est étrange un peu dans un sens parce que tu sais, quand on grandissait, ma mère, mes parents trouvaient ça important, par exemple, qu'on regarde la télé en français, qu'on lise en français, tout ça. Et, euh, puis ça, c'était pas évident là, dans le contexte dans lequel on vivait.
Donc, il y a eu une certaine époque où mes parents interdisaient la télé en anglais à la maison. Donc, ça, c'était. Donc, on parlait de petites rébellions, là, nos petites rébellions pas très rebelles. On allait, bien sûr, écouter la télé en anglais chez En, les petits en voisins, cachette ou chez en les voisins. cachette et puis tout ça. Puis on était tu sais, des bons latchkey kids. Là, tu sais, on avait notre clé autour du cou dans les années 70. Alors, c'est sûr qu'on tu sais, on venait luncher le midi. Bah, tu sais, bon. Alors, on a quand même grandi avec les deux langues dans la tête, dans le cerveau. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, pour moi, je pense que ce qui m'a forgé, c'est vraiment cette identité euh, acadienne, minoritaire, dans le sens, donc, cette notion de lutte, mais aussi cette notion de quelque chose à préserver, d'un cadeau qu'on avait que d'autres n'avaient pas. Tu sais, le bilinguisme, c'est un cadeau, puis tu t'en prends soin. Puis ça veut dire que oui, tu parles anglais, puis tu le parles du mieux que tu peux, mais tu parles français, puis tu le parles du mieux que tu peux. Bon, parent, prof de français. Si vous voyez comment j'écris des fois maintenant, ma mère se retournerait dans sa tombe, je pense. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, ça, c'était important dans mon parcours. Je me suis impliquée beaucoup à l'école secondaire. Je suis devenue, on avait un peu le pendant de la FESFO ici en Ontario français. Donc, on avait, à l'époque, ça s'appelait Activité jeunesse. Donc, je me suis impliquée là-dedans. Fait qu'on faisait de la radio étudiante. On avait un journal étudiant qui se partageait dans toutes les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Euh, puis éventuellement, donc, je suis devenue présidente de l'organisme. Puis on était. Ça m'a forgé aussi, pas toujours de belle façon, dans le sens que quand tu deviens, tout d'un coup, tu deviens président d'un organisme provincial, puis que tu passes à la télé, puis que ton nom est dans le journal, puis que tu sais, tu défends des points de vue que peut-être dans ton école, ils ne sont pas d'accord, parce qu'on avait une grosse plateforme, c'était l'éducation parce qu'il y avait les droits des jeunes, c'était très important. Puis l'Acadie, le Nouveau-Brunswick de cette époque-là, c'était quand même, il y avait des aspects conservateurs. Alors, euh, ça me mettait sur la sellette d'une façon que moi, comme personne assez réservée, puis pas extravertie tant que ça m'a... j'ai eu longtemps, je l'ai compris juste après, quand je suis allée au ministère de l'Éducation, puis j'observais les jeunes de la FESFO, puis des enseignants aussi. J'ai compris juste après à quel point, à 17 18 ans, je me mettais de la pression pour être parfaite porte-parole, tu sais, au même titre que les gens de la SNB ou tu sais, des organismes, des adultes, là. Et ça m'a joué dans la tête un moment. Alors, je dirais, ça m'a forgé. Tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je pense que ça m'a beaucoup forgé dans mes convictions politiques, dans mon engagement communautaire, mais aussi dans le genre de travail que j'ai voulu faire par la suite avec tu sais, les compétences que j'avais ou que je voulais développer. Donc, c'était clairement... donc, tout ça, c'est né un petit peu de ce parcours-là. C'est pour ça que j'ai commencé par mes parents, parce que je pense que si eux avaient été Hmm. plus lousses là-dedans, je serais peut-être pas passée par toutes ces expériences-là. Donc, ton identité francophone était vraiment au cœur de ton cheminement Tout à fait. personnel, professionnel. Même en Ontario, quand tu as eu ton premier emploi au sein du gouvernement, c'était en français, c'est ça? C'était en français, oui, j'ai été embauchée par Denis Fortin à l'époque, qui était le premier coordonnateur des services en français au ministère de la Santé de l'Ontario. Puis lui était bien connu, c'était quelqu'un qui animait des camps de leadership pour les jeunes. Tu sais, c'était un francophone convaincu, puis tout ça. Puis donc, dans la première foulée du début de la mise en œuvre de la loi sur les services en français, la loi 8, lui a été, on est venu chercher, là, c'est le gouvernement libéral de l'époque qui est venu chercher, mais il a dit, toi, tu vas être ça. Alors, lui, tu sais, hey, moi, il faut que je parle de cette autre anecdote parce que, je veux dire, c'était vraiment ça, là. J'avais 24 ans, je finissais à peine, en fait, j'avais pas terminé ma thèse de maîtrise, tu sais, j'avais terminé ma scolarité.
il y avait une annonce dans la presse. J'ai aucune chance de faire ça, mais en tout cas, ça me tente vraiment tu sais, c'était le genre d'emploi puis j'ai dit, je suis pas ontarienne, mais tu sais, je comprends ce qu'ils veulent faire, puis je veux m'impliquer là-dedans. Puis Denis, il a vu quelque chose, tu sais, dans mon entrevue, zéro expérience, tu sais, pratique et professionnelle, mais beaucoup d'expérience communautaire. Puis ça, ben, lui, il avait travaillé toute sa vie à développer ça chez les jeunes, une espèce de leadership. Puis il dit, tu sais, je vais te prendre comme IM18, qui dans mon niveau, c'était comme le niveau très débutant. Puis en plus, il m'a même pas mis là, il m'a mis underfill, il m'a mis comme 2 niveaux en dessous parce qu'il pensait pas qu'il était capable de justifier ça. Mais il dit, quand tu vas avoir du fumier dans tes bottines, on va te monter au niveau. Fait que je me suis toujours souvenu de ça, tu sais, qu'il fallait que j'aie du fumier dans mes Oui. bottines. J'ai jamais Alors, entendu cette expression-là, mais une oui, très belle expression de ben, campagne. Denis venait de Chapelot, alors je le salue, il est encore, je pense qu'il est dans la région d'Ottawa maintenant, mais c'est Ouais. ça. Alors, du fumier dans mes bottines. Alors ça m'a donné l'heure juste pour tu sais, faire mes preuves, puis assez rapidement, parce que je voulais payer mon loyer, puis manger. Fait que Ben oui. fallait que je m'améliore vite. Alors, c'est ça. Puis, ça a été, écoute, ça a été un bain de franco-ontarien 101, vraiment tout à fait formidable parce que, d'une part, j'étais responsable pour des territoires, fait qu'il fallait que je voyage. On faisait du développement communautaire parce qu'on travaillait avec les gens de la communauté et les conseils régionaux de santé pour développer des services. On rencontrait les dirigeants des organismes de soins de santé. Comme c'était une job folle c'est Pour ce que TQ qui arrive, là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens, mais en tout cas, on se débrouillait. Et puis on avait des ressources aussi, alors ça aidait. Puis, ça fait que vraiment, je serai toujours, j'ai fait ça 4 ans, je serai toujours reconnaissante à ce service-là, à Denis qui m'a embauché, puis à cette expérience-là vécue au ministère de la Santé, parce que euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris, puis j'ai rencontré des gens formidables partout en province. Donc, je pense que c'est un privilège. c'est là que tu as passé de sciences politiques. Je ne sais pas c'était quoi tes ambitions à ce moment-là, mais de sciences politiques à travailler au ministère de la Santé au niveau provincial. Oui. Puis Donc, là, je suis c'est. passée puis de là, je suis passée à l'éducation. Après 4 ans, ben, je voulais faire d'autres expériences, tu sais, voir. C'est sûr qu'étant la fille d'enseignant, tu sais, j'avais un intérêt aussi pour l'éducation. J'avais milité comme étudiante aussi en éducation. Donc, ça m'intéressait. Ça fait que de là, il y a Rolande Fauché qui est décédée malheureusement il y a quelques mois, mais qui était bon, une activiste formidable pour le français dans la région d'Ottawa, qui a contribué énormément à créer le MIFO là-bas. En tout cas, elle est devenue présidente directrice du CEFO, donc le Conseil de l'éducation franco-ontarienne et de la formation franco-ontarienne. Donc, je suis allée travailler là pendant 2 ans. Et donc, ça m'a permis de transitionner vers des dossiers d'éducation. Alors, j'avais l'étiquette élémentaire, secondaire. C'était comme un gros morceau de tout ça. Et c'était en plein à l'époque où est-ce que, tu sais, gouvernement NPD, gouvernement conservateur, on annonce qu'on va créer, euh, euh, regrouper des conseils scolaires, mais à travers ce processus-là, on créait des conseils scolaires de langue française. Donc, finalement, la gestion scolaire allait arriver. Ça fait qu'on a été très impliqués dans toutes ces démarches-là pour pouvoir je me souviens encore qu'on découpait la carte de l'Ontario puis avec des post-its puis des crayons comme ça, là, et puis on découpait la carte, là, puis on faisait des recommandations autour de combien de conseils scolaires il y allait avoir, combien de publics, combien de catholiques, etc., etc. Alors, ça a été ça aussi, des années, beaucoup d'apprentissage. De là, je suis passée quelques années à l'Ordre des enseignants, qui était encore. Moi, j'ai souvent fait des sauts professionnels dans du nouveau.
J'ai été dans la première mouture de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. On m'a demandé, quand j'étais au ministère de l'Éducation, de partir le premier bureau bureau de la participation des parents. Donc, j'aime ça quand c'est nouveau. Commencer avec rien puis créer quelque Ouais, chose. ouais, ouais. Toi, t'aimes Alors, ça avoir la machette puis te frayer moi, un chemin. le Ouais, défrichage, puis ouais. c'est pas innocent parce que souvent il y a des ressources puis il y a de l'énergie autour de ça, hein. Il y a des gens qui ont lutté longtemps souvent pour que ça se passe puis que ça arrive. Donc là, c'est OK, là faut c'est structurer cette espèce de réalité-là, puis tu sais, remplir le mandat finalement. Donc, donc ça, définitivement, ça fait partie de mon parcours. Puis là, certainement Et, aussi, le plus gros morceau de ça, ça a probablement été un 4-5 ans aussi à la direction d'éducation en langue française en éducation dans les années 2000. Ça prend une bonne dose d'audace et de courage de faire ce que toi tu as fait, surtout d'un point de vue professionnel. Tu l'as mentionné auparavant, tu sais, quand tu veux payer ton loyer, il faut que tu payes ta bouffe, ça. Puis de prendre des chances comme ça d'un point de vue professionnel, c'est pas tout le monde qui l'a, ça, ce courage-là. Ça te Ouais. vient aussi de tes parents, peut-être? Sans doute un peu. Courage. Un petit peu de folie aussi. Moi, Et je serais... peut-être aussi de respect envers toi-même. Tu sais, t'es pas quelqu'un non Oui, non. plus qui aime être dans une petite boîte bien confortable. Donc, Non, ça moi, prend de l'audace, du courage, mais en même temps, c'est toi. Donc, tu respectes tes propres valeurs aussi. c'est très, très juste ce que tu dis. Non, non, c'est vrai. Puis je suis loyale. Moi, je suis quelqu'un de loyal. Je suis loyale envers mes propres valeurs, mais je suis loyale aussi. Ça fait que je vais mettre du temps suffisamment pour dire, c'est comme j'ai contribué à quelque chose, puis je ne laisse pas quelque chose à moitié fait. Ça, c'est important. Mais en même temps aussi, une fois que j'ai fait le tour du jardin, je suis prête à passer à d'autres choses. J'ai ça en moi aussi. Tu sais, je vais regarder puis voir qu'est-ce qui me tente. Puis là, Hmm. ça m'amène au fait de partir ma propre entreprise. Tu sais, à un moment donné, j'ai regardé puis j'ai fait le tour du jardin puis j'ai dit, OK, là, il y a des choses que je sais que au gouvernement qui sont plus difficiles à faire. J'avais besoin d'une certaine liberté. Je voulais avoir ma voix, VOIX, à moi. Je voulais, comme gestionnaire, mais comme fonctionnaire, j'avais travaillé beaucoup avec des consultants, des bons puis des moins bons. Puis je me disais, hey, moi, je peux faire ça aussi. Puis je me disais, je sais où sont mes forces, dans le sens où je pense que je peux apporter, avec mon expérience puis mes capacités, je peux apporter quelque chose qui aurait de la valeur, dans lequel on viendrait me payer. Puis je pense que ce que je connais pas, je peux l'apprendre. Ça fait Mhm, que mhm. ça a été vraiment cette réflexion-là. Puis le fait que, oui, tu sais, j'ai beaucoup aimé travailler en éducation en langue française. Puis après, ça m'a pris du temps même si j'ai fait une autre expérience par la suite, je savais que j'avais fait le tour du jardin, puis je savais qu'il n'y avait pas d'autre chose. Puis ce qui m'attendait, c'était comme, ben, tu sais, as été directrice par intérim, là, tu vas être directrice. Puis je le sentais pas. J'avais pas, tu sais, c'est pas mon monde, c'était pas moi. Ça voulait dire que j'allais comme aussi beaucoup travailler en anglais, surtout en anglais. Pas que j'avais pas la capacité de faire ça, mais je me retrouvais pas dans cette T'avais- l'in- culture-là. L'intérêt n'était pas là. Ouais. L'intérêt n'était pas là, tout simplement. Puis il reste que j'ai énormément de respect pour, j'ai des bons amis qui ont fait des parcours formidables dans la fonction publique ontarienne, que je salue, puis que, tu sais, vraiment, là, qui ont travaillé fort et qui ont pris bien des tapes à la gueule, puis qui ont créé bien des choses qui ne seraient pas là sans eux. Puis j'ai vraiment un grand, grand, grand respect pour ça. Puis j'ai un grand respect pour... C'est un métier noble. Ça prend des bons fonctionnaires, ça prend des gens qui comprennent ce que c'est, puis qui sont capables de ne pas se perdre, pas perdre leur intégrité là-dedans non plus.
Mais moi, j'avais un autre appel. Je pense que c'était ça. Il Hmm. fallait Oui, que oui, oui. je Puis, travaille de façon plus autonome, je pense. ouais, puis c'est en 2006, donc, que tu lances ta propre entreprise de Oui, service 2007. conseil Oui, en oui, Conforem. Fait oui. que si les gens veulent essayer de te trouver en ligne sur LinkedIn, sur la plateforme LinkedIn, on peut te retrouver facilement, Marie-France Lefort, avec ta compagnie Proforem. Mhm. Euh, Cette année, ça fait 20 ans que tu as lancé ton Oui, entreprise. Donc, oui, oui. félicitations, parce que Merci. pour avoir fait, mon bac à moi était en administration des affaires. Ah oui? Oui, avec une double mineure en relations internationales et entrepreneuriat, qui à l'époque, Oh, les gens, ils OK. me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Entrepreneuriat, petite entreprise Ouais, et relations internationales, tout le monde oui, au complet, comme les gens arrivaient. Puis j'étais comme, non, non, je vous jure, ça a de l'allure en fait, dans ma tête à moi, j'aurais dû être en sciences, en physio ou en quelque chose d'autre. Mais bon, ça, c'est une autre affaire, ou en kinésiologie. Mais me voilà, j'étais en affaires, puis j'étais comme, non, non, si quand je vais avoir mon entreprise, je sais que je vais faire des affaires au niveau international, puis je veux pas ouais, une OK. grosse entreprise, une petite entreprise, c'est tout à fait correct avec moi. Puis c'est en Oui, plein ça que je suis en train de faire maintenant, OK? ouais. Puis je mentionne tout ça parce qu'une des choses qu'on a appris, c'est que dans les 5 premières années d'une entreprise ou d'une petite entreprise, une TPE, toute petite entreprise, les 5 premières années sont les plus pénibles. Je Mhm. pense que c'est quelque chose comme 80 des entreprises font faillite. Ouais. Quand les gens vont à leur compte, c'est encore pire, c'est souvent 90. Mais la lumière au bout du tunnel, les femmes ont davantage de succès en entreprise quand elles sont leurs propres patronnes que les Mhm. hommes. Et Mhm. donc, moi, mon entreprise, ça va faire j'ai commencé en 2003, 23 ans que je l'ai. OK, Ouais. bravo. Ouais, merci. Ça a été, il y a des années de survie là-dedans, là, mais ouais, ça arrive. Tu sais, puis des fois, il faut qu'on fasse une petite danse, une petite pirouette, pivot, comme ils appellent en anglais. On fait une petite pirouette, puis on change nécessairement de choses. Mais c'est ça. Donc, toi, tu as commencé en 2006. Tu te lances, ça fait 20 ans. Donc, félicitations, parce que tu fais partie des gagnantes du 20 des entreprises qui ont survécu aux premières 5 années, puis aux Ouais, premières 5 années. Et en plus de ça, tu es une femme. Donc, déjà en partant, tes chances de succès étaient plus élevées. D'après ce que nous, on a appris, c'est que les femmes sont plus organisées. Et parce que les femmes prennent moins de risques élevés, ah, ça mhm. accroît leurs chances de succès. Puis ça, je le mentionne parce que si Mhm. jamais il y en a qui nous écoutent puis qui nous disent, puis qui pensent, ah, j'aimerais ça être à mon compte, mais je ne sais pas si j'ai les bonnes. Ça va faire l'objet d'une autre discussion, c'est sûr. Se lancer en affaires soi-même, mais pour toutes sortes de raisons, je veux que les gens pensent là, que toi, tu as réussi, moi, j'ai réussi, c'est pas impossible. Oui, Non. 80 des entreprises, Mhm. ça marche pas, mais il faudrait voir pourquoi est-ce que ça marche pas. Fait que si c'est l'organisation, il y a un besoin dans ce secteur-là, si on répond aux besoins du secteur, ça devrait marcher là, en temps normal. Puis Oui, dans absolument. ton cas à toi, il y avait beaucoup de besoins, tant au niveau du gouvernement qu'avec les organismes francophones, parce que c'est là que Oui, nous, on s'est rencontrés. Quand toi, tu es oui, venu faire une retraite avec le conseil d'administration du Centre français de Hamilton. c'est ça. Oui, puis donc, toi, tu as animé, c'était Une ah, planification stratégique, je pense, à ex- l'époque. exactement, Mhm, c'est ça qu'on faisait. On mhm, faisait une planification stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. Puis, mhm. j'arrivais même pas à me concentrer, là. Je me rappelle juste que c'était ça. Mais tu as fait Ça beaucoup de ce. paraissait pas en passant, Ah, hein. ouais. J'étais toute là quand tu étais là, mais bon, alors je t'entends, mais voilà. Ouais, Oui, merci, mais je me rappelle très bien. Tu m'avais je dit, sais. écoute, Hélène, prends ton temps si tu as besoin de pause, tu peux sortir. Tu avais été super. Je veux vraiment que tu le saches, là. Puis ça m'avait tellement marqué, Marie-France, que même moi, dans mon parcours aujourd'hui, pour l'avoir vécu en tant que personne qui avait Mhm. des troubles cognitifs de commotion post-cérébrale, pour avoir
reçu ce que toi tu me dis, je retourne l'assemblable aux autres. Fait que Ah, quand hmm, je sais qu'il y en a qui ont justement, où je le vois que ça fonctionne peut-être pas, c'est comme, c'est correct, prends une pause, tu sais. hmm. T'es pas obligé de rester ou on va reprendre ça une autre fois, tu sais. Fait que merci. Merci. Là, OK, ça fait des ben, petits. écoute, ça me touche beaucoup parce que, tu sais, des fois, bon, Ouais, c'est ça. il y a des retours, puis des fois, on le sait pas, tu sais, si on a eu un impact ou pas, puis dans quelque chose comme ça pour moi, tu sais, ça fait partie de un peu de l'approche d'animation que je préconise, c'est qu'on accueille l'être humain tel qu'il est, là, puis où il est. Puis, tu sais, je fais attention beaucoup dans ces animations-là tu sais, à l'espace dans lequel on est, que justement, tu sais, on n'est pas tout le temps assis, puis le nez dans nos documents, on se lève, on jase, on prend un thé, il y a de la nourriture à côté, on met des choses sur les murs, on est actif. Donc, que ça soit pas, puis si on peut, on va dehors, puis, tu sais, alors, ça fait partie de ça. Et oui, tu sais, je pense on a du travail à faire. On est colonisé là-dessus, là. Oui. Beaucoup en Amérique du Nord, Ouais. il y a une façon de faire une espèce de travail corporatif ensemble, puis une façon de faire des retraites, puis une façon de faire des planifs stratégiques, puis tout ça. Puis on oublie qu'on est entre êtres humains. Et puis que des êtres humains, ça donne son maximum quand tu sais, on les traite comme tu sais, Comme des des humains. gens qui ont besoin de. C'est ça, ils ont besoin de toutes sortes de choses. Alors, c'est ça. Alors, merci. Merci de ton Ben, partage. Ouais. merci à toi. Mais aussi, tu mentionnes, puis ça, tu me l'avais dit aussi, si tu as besoin d'être dehors pour prendre de la fraîche. J'avais pensé, oui, effectivement, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être dehors. C'est- Clairement, tu as besoin de fraîcheur, oui. Ouais, 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 j'ai besoin de fraîcheur. On voit mon Oui, écran. oui. C'est pour ceux qui nous regardent. La photo derrière moi, c'est celle de la piscine piscine, je le dis entre guillemets, creusée dans la glace sur la rivière des Outaouais à Britannia Beach, qui a été une piscine creusée par Tom Heyerdahl pour nager en hiver. Donc, c'est de la nage glacée. Mais tu as mentionné tantôt, là, ouais, aller dehors, se promener un peu dehors, respirer l'air frais. La randonnée pédestre, c'est important pour toi aussi. Parce que je me Oui, rappelle que tu avais mené des groupes en randonnée pédestre il y a quelques années. oui. C'était même peut-être avant COVID et après COVID, je me rappelle Oui, pas. il y a sûrement eu un avant et un après. Oui, c'était une idée qu'on avait eue justement avec Lisa Breton, parce que, tu sais, bon, moi, je sortais, on est très, très chanceux à Hamilton, et les gens le savent, on a beaucoup de sentiers, on est près du sentier Bruce. Et puis, donc, c'est ça, c'était à travers le centre, on a organisé quelques rencontres comme ça, communautaires, où est-ce qu'on allait découvrir des fois un sentier puis un quartier de Hamilton ou encore, je l'ai fait aussi avec l'AFAF. J'ai fait partie de l'Association des femmes d'affaires francophones qui se réunissaient dans Halton Field. Puis avec des groupes de l'AFAF aussi, on a marché aussi. C'est un plaisir, ça, marcher puis jaser en même temps. Tu sais, ça ouvre toutes sortes de perspectives. On apprend à se connaître différemment aussi. Ça fait que c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a peut-être des fois, puis tu sais, dans les années occupées, la logistique de ça, je pense, ça fait en sorte que j'ai arrêté pour un petit bout d'en faire, mais il est pas dit que ça ne reviendra pas. Est-ce qu'il y a une randonnée en particulier qui t'a marqué au fil des ans? Au fil des ans, ben, je dirais, oh mon Dieu, hmm, je dirais probablement la randonnée parce que ça a mené quelque part à la constatation que j'avais choisi le bon conjoint. On se connaissait depuis à peu près 2, 3 ans, mon mari et moi. On a décidé d'aller au Pérou. Donc, on a fait une randonnée sur le sentier des Incas. Et puis, tu sais, c'est toute la patente, là. Tu sais, tu marches toute la journée, c'est fantastique, mais tu dors pas parce que tu es En, al-
En En, ap- altitude en aussi, là. altitude, tu prends Diamox, la fameuse pilule qui fait battre ton cœur plus vite pour que tu respires plus vite, mais tu dors pas. Donc, malgré ça, et malgré qu'on était tous les deux d'une humeur massacrante, on est parti, on est sortis de là, puis on s'est dit, hey, je pense qu'on va se marier. Ça fait que c'est ça. Alors, ça a donné ça. On est allé là en 99. Je me souviens, on s'est fiancés en 99, on s'est mariés en 2000. Donc, voilà, ça a contribué à ça. Pour toutes sortes de raisons, y compris que c'est fantastique Ouais. comme paysage. C'est spirituel, c'est tout ce que tu veux. Ça a été un endroit marquant. Euh, Ouais, je dirais, je sais pas, je pense que vous avez compris si vous écoutez depuis le début que j'ai grandi dans la nature pas mal. Donc, moi, j'ai pas besoin que ça soit fancy là, pour aimer, pour être bien dans la nature. C'est comme un sentier. J'aime ça, tourner dans les mêmes sentiers, puis voir, hey, la petite fleur est nouvelle, là. Puis, oh, regarde tu sais, l'arbre avec un trou dedans, il a été frappé par la foudre. Ou, tu sais, juste de remarquer les changements d'une semaine à l'autre, tu sais, il y a des coins là, pas loin de chez nous, tu sais, d'une semaine à l'autre, c'est un nouveau niveau de fantastique, là, tu sais. Puis je sais parce qu'on s'est croisés sur ces sentiers-là quand tu habitais encore à Hamilton. Oh, oui, Oui. puis c'est le changement des saisons, le Ah renouvellement de oui. la nature. Il y a quelque chose, c'est assez profond pour moi, en tout cas, là, Hmm. le changement. Je ne sais pas si toi, tu ressens la même chose, Oui. mais surtout quand on est sur les mêmes sentiers puis qu'on voit au fil des ans, c'est le même arbre Hmm. qui meurt pour l'hiver, puis qui se renouvelle au printemps, puis à l'été. Des fois, ce sont des animaux qu'on va voir. Ça peut être des moustiques, ça peut être des fleurs précises, ça peut être euh, des papillons, ça peut être, mon Dieu, des salamandres, les petites salamandres oranges et Oui. rouges qu'on voit. Oui. C'est Oui. rare qu'on les voit, mais quand on les voit, c'est comme, c'est tellement beau. Puis, c'est ça, je pense que on, on apprivoise la nature quand on est tout le temps sur le même sentier. Hmm. Je pense qu'on a cette chance-là. Puis au début, moi, je me rappelle, je voulais, ah non, je ne veux pas être sur le même sentier, je veux avoir différent. J'aime ça voir des choses différentes. Puis j'ai appris à aimer le ou les mêmes sentiers parce que Hmm. c'est là que je courais, puis c'était plus facile pour moi d'aller là. Oui. Donc, au fil du temps, ben, j'aime ça, aller là. Moi, je suis bien contente d'aller là finalement. Est-ce que tu Oui. as la même sensation aussi Ah, de tout cet à fait. Non, j'aime. apprivoisement-là du territoire? Tout à fait. Non, j'adore ça. C'est sûr que c'est le fun de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux coins, mais euh, je pense tu sais, d'y retourner régulièrement, puis, tu sais, ou d'aller marcher avec une amie ou quoi que ce soit, tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis je te dirais, c'est drôle, hein, mais comme en pensant à ça, euh, quand j'étais petite, puis le fait d'avoir grandi dans la nature, puis tu sais, d'avoir des penchants un peu solitaires aussi des fois, tu sais, on était vraiment comme des, des C'est à enfants qui nous-mêmes. ils étaient un petit peu laissés à nous-mêmes, puis c'était correct. On trouvait des façons de s'amuser, mais moi, je pouvais aller m'asseoir dans l'herbe, là. Je me souviens, j'avais un spot qui était comme à 10 minutes de la maison, puis je regardais la mer, puis j'étais comme surélevée un peu, puis les vallons, puis tout ça, puis le chemin, puis tout ça. Puis je pouvais m'asseoir là comme, je sais pas, je sais pas Des combien de heures. temps j'étais là, mais je tu sais, regardais les nuages dans le ciel. J'aimerais ça retrouver à cette époque-ci de ma vie, avec un petit peu plus de temps, tu sais, je diminue un peu les mandats, tout ça, cette capacité d'émerveillement, puis cette capacité d'être dans la nature, mais tu sais, dans tout ce qui est paisible, puis sans nécessairement avoir à avancer ou à bouger. C'est juste de Ouais. laisser la nature venir à moi. J'aimerais ça retrouver ce sentiment-là, parce que je peux m'imaginer exactement ce sentiment-là, tu sais, d'émerveillement, que mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau, tu sais, puis que j'ai la chance d'être ici, là. Je vais te faire une suggestion. Puis Mhm. tous ceux puis toutes celles qui écoutent mon émission savent déjà où je m'en vais avec ma suggestion. Oui, oui, Je oui. te recommande fortement
d'essayer de nager dans le lac Ontario. Puis par nager, là, ça n'a pas besoin d'être nager, là, le crawl, tout ça. Non, tu peux juste entrer dans l'eau 2 minutes, puis ressortir, ce qu'on appelle dipping en anglais, Oui, ou même juste nager un petit peu, là, faire de la brasse avec la tête en haut, là. oui. Écoute, le froid nous ramène au moment présent. Puis il y a OK. quelque chose de très intense avec le froid de l'eau, la température de l'air aussi, puis d'être dehors, émerveillé, là, vraiment, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a l'impression de faire partie de la nature. Donc, Hmm. en étant dans l'eau, moi, ce que je dis, c'est que l'eau entre dans les pores de ma peau. Donc, je fais partie de l'eau et l'eau fait partie de moi. Ah oui, OK. Davantage que quand je suis dans un sentier dans la forêt. Ce que j'adore, là, j'adore être en forêt, mais entre la forêt et l'océan, c'est sûr que moi, je vais prendre l'océan. Toi, tu as le lac Ontario qui est juste à côté de chez toi. Oui, C'est là que oui, j'ai oui. commencé à faire mes sorties, mes T'es sorti baignades en eau froide. Oui, en eau libre, en eau libre. froide, tu sais. Oui. L'eau froide, ça dépend de quelle De quelle période? personne, puis quelle période, puis à C'est ça, quelle heure, c'est de quelle relatif. heure. Oh, et tout est relatif. Écoute, je pense que je me rappelle plus là, de mémoire, je pense que c'est en bas de 24 degrés pour les triathlons, c'est froid. Mais en bas de 21 degrés pour ceux qui font tout ce qui est activité sur l'eau, bateau de plaisance, kayak, canot. En bas de 21 degrés, c'est froid. Pour la thérapie, tout ce qui est thérapeutique, là, entre 10 et 14 degrés, c'est froid. Pour ceux qui font de la nage en eau froide, entre 0 et 5 degrés. Ça fait que, tu sais, on s'entend que froid, là, c'est assez personnel, là. C'est que Oui, dans oui, le lac oui. Ontario, tu t'en vas là, c'est plus froid que dans une piscine d'habitude. Puis il y a quelque chose qui se passe quand on sent l'étreinte de l'eau autour Hmm. de nous. Puis on est dans Mhm. une position où on n'est pas en gravité à cause de, on n'est pas sur la planète avec les 2 pieds sur terre. On flotte, buoyancy. Donc la flottabilité de l'eau, ça fait en sorte que notre système nerveux est un peu comme, OK, là, on regarde autour de nous, puis je te jure, les oiseaux viennent, les poissons viennent nous voir. C'est vraiment Ouais, extraordinaire. Fait que si tu ouais. recherches cette sensation de, de paix intérieure, d'avoir l'impression de faire partie de ton environnement, de la nature, d'être petit point, un petit grain de sable Ouais. dans l'engrenage de la Terre, mais en même temps une personne qui peut faire toute une différence. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas faire une différence. Hmm. Je te Mhm. recommande fortement d'essayer ça. Ouais, OK, parfait. Ben, ouais. tu sais, je pense que je pense que je te comprends d'emblée. C'est pas quelque chose à laquelle j'aurais pensé d'aller tu sais, dans l'eau froide En eau comme froide. ça, là, comme dans ton image. Mais certains, tu sais, que j'ai grandi au bord de l'eau, donc fait qu'on allait se baigner beaucoup, puis c'est encore quelque chose, on essaie de louer un chalet, tu sais, on trouve un lac là, dans le nord de l'Ontario, puis c'est ça. Pendant une semaine, au moins une semaine, je me baigne abondamment parce que j'aime beaucoup ça, puis justement, tu sais, on est dans un milieu naturel. Ben, il y a un défi, il y a un beau défi, parce que la fraîcheté de l'eau, ça serait définitivement quelque chose qui pourrait... oui, mais OK, je t'entends. J'adore ça, la fraîcheté. J'adore ça. Mais c'est juste parce qu'on parle de faire Oui, partie de la nature, de vouloir se reconnecter à tout soi-même, à fait, c'est à important. l'environnement, aux autres. Puis souvent, c'est plus facile dans la nature. Puis la thérapie Oui, bleue, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la thérapie par l'eau, la thérapie bleue. oui, oui, C'est extrêmement puissant. Puis quand on peut voir une ligne d'horizon, ce que toi, tu vois de Burlington Beach, le lac Ontario est tellement grand que quand tu regardes vers le nord-est, c'est l'horizon. Donc, le ciel se fond dans l'eau. oui, oui, C'est oui, oui. extraordinaire ce que ça peut apporter comme moment de relaxation. Les petites voix qui tournent en rond dans notre tête, ça Hmm, fond, ça s'éteint. Puis on vit vraiment dans le moment présent sans nécessairement penser à toutes sortes d'objectifs qu'on doit accomplir ou est-ce que je vais être oui, productive aujourd'hui, est-ce que je vais être efficace? C'est comme, non, oui, non, c'est mon moment à moi où là, je fais un reset. Ouais. d'accord. Bon, parfait, c'est noté.
Ouais, ouais, puis on s'en reparlera puis ça, si jamais tu veux des trucs sur comment commencer tout ça, là. Mais même OK. en ligne sur The Coolest Journey, Mhm. j'ai ma chaîne YouTube, puis il y a un défi 21 jours sur l'exposition au froid. Même ça pourrait t'aider à partir quelque chose, puis si tu OK. peux faire ça à partir de chez toi. Et C'est là, je viens d'allumer pour Coolest Journey. C'est comme cool, c'est cool, mais aussi cool dans le sens de c'est froid. OK, je viens de comprendre. correct. Il y a plusieurs personnes qui sont comme, tu me dis, Oui, c'est ça. Oui. c'est ça. Fait qu'écoute, on retourne à ta randonnée. T'aimes Oui, ça être à l'extérieur. oui. T'aimes ça retrouver cette sensation d'être recentré. Est-ce que être à l'extérieur, peu importe, randonnée, peu importe si Mhm. c'est sur le bord de l'eau, dans l'eau, peu importe, est-ce que ça influence créativité en Oui. tant que propriétaire d'entreprise? Et est-ce que ça influence ton écriture? Parce que là, on arrive à ton écriture. Parce que je sais que souvent, les écrivaines vont aller se promener un peu, vont aller sentier préféré, peu importe, vont revenir puis vont dire, OK, là, oui, j'ai des idées parce que j'ai marché. Le mouvement, ça aide. La respiration, ça aide. Quoi, est-ce que ça t'aide d'être dehors? D'être dehors, oui. Oui, ça m'aide. C'est comme pour toutes ces raisons-là. C'est rien d'original, là, mais oui, absolument. Ça m'aide à éclaircir mes idées. Ça m'aide à passer par-dessus. Bon, tu sais, il y a une petite réunion, puis ça n'a pas été exactement comme je voulais, puis j'avais un petit crotte sur le cœur. Fait que, bon, je suis allée marcher, je suis revenue, puis bon, il n'y avait plus, tu sais, c'était parti. Donc, oui, certainement pour ça. Pour la créativité, ben, c'est drôle parce que je pense que dans ce que j'ai écrit, il y a probablement assez souvent référence à la nature, soit dans une expérience vécue en nature ou une idée qui m'est venue en marchant ou, tu sais, au hasard d'une conversation. Fait que je te dirais oui, absolument. C'est certain. Euh, J'en ai parlé souvent aussi avec des groupes. De temps en temps, je fais des petites conférences, puis à un moment donné, tu sais, je remarquais, puis c'était peut-être juste avant ou pendant la pandémie, parce que tu sais, on a tous eu un retour à la nature, là. Tu sais, on voyait quand on était sur les sentiers, tout d'un coup, il y avait tellement plus de monde, puis il y avait plus d'enfants, puis tu disais, ben, comment ça se fait qu'ils n'étaient pas déjà là, eux autres, mais tout d'un coup, les gens ont redécouvert parce que où voulaient, tu sais, tu ne pouvais plus aller dans les endroits, dans On souvent avait, beaucoup des on endroits. n'avait rien d'autre à faire. C'est comme, Exact. c'est comme ça que j'ai commencé à nager dans le lac Ontario. J'avais Ah, rien OK. d'autre à C'est faire. Ouais. ça. Oh, oh. C'est Ouais. ça, c'est ça. Mais tu sais, je me suis mis à en parler, par exemple, aux femmes d'affaires, tu sais, puis dire, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, les amis, puis tu sais, il y a deux groupes, en tout cas, qui sont pas si souvent dehors. En fait, c'est les étudiants, les jeunes à l'université. Tu sais, avec, je sais pas, souvent les universités sont plutôt urbaines ou sont bon, tu marches beaucoup, peut-être tu sais, semi-urbaine, mais on n'a pas de moyens de transport souvent, ça fait qu'on ne va pas nécessairement en forêt ou ailleurs. Ça fait qu'il y avait ce groupe-là. Puis Et euh, surtout si les étudiants habitent sur le campus. oui, oui, exact, Donc, ça, exact. presque, ça devient tout Un leur univers, c'est le microcosme. microcosme. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Mais tu sais, je me souviens de cette conversation-là, puis il y en avait une qui était avocate, puis elle avait dit, ben, les avocats non plus, ils sortent pas beaucoup. Puis je dis, OK, ben, faut trouver des moyens de convaincre les avocats de sortir. Mais tu sais, on se fait aussi des grosses histoires avec, tu sais, des bébites. Oh, OK, il y a des moustiques, il y a Les des choses tiques, qu'on ne veut pas voir, des les tiques, tiques. les tiques. Oh mon Dieu, les Là, tiques, on a avec la peur maladie des de tiques. Lyme, là, ah oui, c'est la grosse peur, là, d'aller dehors, C'est là. la grosse peur. Puis la peur aussi pour nos enfants puis nos tout-petits. Puis ça, je comprends ça. Tu sais, Oui, tout à peut, fait. on C'est contrôle pas légitime. toujours, c'est légitime, on contrôle pas toujours si Oui. notre enfant Puis, va se rouler par terre puis, ou puis il pas. faut pas, ouais, puis il faut pas oublier non plus, coup de soleil, Mhm. exposition au soleil, cancer de la peau. Ça, c'est comme, Ouais, entre le cancer de la peau puis les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, les gens vont faire comme, ben là, l'air est pollué, l'eau est polluée, donc je reste chez nous. ouais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est que je pense qu'il y a des solutions simples
à tout ça. Tu sais, moi, je suis même, tu sais, moi, j'haïs ça, me graisser, c'est plate à dire, mais me mettre, tu sais, ben de la crème, là, c'est pas tout à fait mon affaire. Fait que vous allez me trouver, au mois de juillet, je vais avoir des manches longues, puis, tu sais, je serai pas en short, j'aurai des pantalons longs, mais très, tu sais, ça se trouve, là, tu sais, des trucs Léger. très légers. Et donc, j'ai pas à me crémer de haut en bas. Et j'ai pas chaud parce que je suis couverte. Et puis je ne prendrai pas de coups de soleil. Puis en plus, je ne serai pas susceptible à être piquée par. Alors, c'est ça. Il y a des trucs comme ça qui sont tout simples où tu peux régler un paquet d'affaires en même temps. Euh, je te dirais, ben, c'est pratico-pratique, mais le bas. On oublie l'importance d'avoir un bon bas quand on va faire de la randonnée. En fait, c'est pas tant, à mon avis, la chaussure, puis ça, je vais démocratiser l'affaire parce que j'avais beaucoup ces conversations là avec les jeunes puis les parents. Je faisais du guidisme à un moment donné pendant 7 8 ans à Toronto. Puis, tu sais, on allait faire du camping, tout ça. Puis les parents disaient, ben là, j'ai pas sûr que je peux acheter une nouvelle botte de randonnée ou des nouvelles espadrilles. Je disais, est-ce que les espadrilles fonctionnent encore? Il n'y a pas de trou dedans? OK, parfait. Ben achète, tu sais, que la personne ait un bon bas qui va couvrir, puis tu n'auras pas d'ampoule ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis, donc, des choses comme ça qui font que, tu sais, on garde ça accessible, on garde ça, euh, puis surtout, certainement avec des enfants, ça, il y a tout un chapitre à écrire puis à dire là-dessus, mais euh, c'est important de sortir avec les enfants pour qu'ils apprivoisent, puis créer des souvenirs euh, du fun qu'on a pu avoir sur les sentiers. Moi, il y a rien qui me faisait plus plaisir pendant la pandémie, justement, de voir des familles. Puis il y a tu sais, il y a souvent des petits ruisseaux, puis avec les jeunes qui pataugeaient dans les ruisseaux, puis qui trouvaient des petites affaires, des Pas petits vise. tétards. Oui! Alors, tu sais, c'est ça. Ça dédramatise la chose et puis ça va créer des souvenirs, puis ça va faire que les jeunes vont vouloir aller en forêt, n'auront pas peur. Puis les parents aussi, puis ça, je vois ça, tu sais, puis je suis certaine que tu as vu ça aussi. Tu sais, moi, je me souviens d'être en randonnée avec mon mari dans les Chic-Chocs en Gaspésie, puis d'avoir vu des parents partir avec leurs deux jeunes en bottes de caoutchouc du camping en bas, mais là, ils s'en vont jusqu'en haut, puis ils descendent. Ben, les pauvres enfants, c'est pas suffisamment d'eau, pas de sandwich, pas de. Tu sais, mais le papa a décidé qu'on allait tu sais, faire. Mais là, tu peux les écœurer aussi Oui, tu sais, en n'étant pas préparé, en allant trop loin, trop trop long. vite. Et trop vite. Alors, tu sais, c'est ça. Faut doser, je pense, avec les enfants, mais c'est ça, de préparer à ça. Et ce qui est bon pour nos enfants est bon pour nous aussi. Alors, si ça fait un petit moment Oui, qu'on n'a pas été sur un sentier, justement, tu sais, apporte-toi un lunch, apporte-toi un snack, amène ta bouteille d'eau. Tu sais, prends le temps de prendre le temps. Moi, déjà aussi, j'ai de la misère des fois à faire ça, de m'arrêter, puis regarder autour, puis tu sais, s'il y a un banc, s'asseoir, tu sais, avec les tiques, je dis, on ne s'assoit plus tellement par terre, les deux ouais. fesses dans la mousse, là, mais sur un banc, puis regarder, tu sais, puis respirer, puis tu sais, faites-en, prenez votre temps, puis prenez le temps d'apprécier, puis tu sais, même si vous avez fait 20 minutes, ben, la prochaine fois, vous en ferez 30, puis ça va Puis, être formidable. puis des fois, le 20 minutes, c'est le 20 minutes de marche puis la demi-heure de contemplation qui compte le Mm, plus. Puis, tu sais, en tout à anglais, il y a fait. une excellente expression qui dit It's not the destination, but the journey that matters. Ah, Donc, absolument, oui. c'est pas de se rendre au sommet de la montagne qui est important, c'est le trajet pour s'y rendre. Puis le trajet peut faire en sorte qu'on ne se rend même pas au sommet de la montagne. C'est quand même une sortie hyper agréable. Ça pourrait être mémorable pour toutes sortes de raisons. On s'est arrêté pour regarder des salamandres ou des écrevisses dans l'eau ou des têtards. Puis, ben, ça finit là. On retourne de bord. Je me Absolument. rappelle une sortie que j'avais faite, j'étais à Dundas, puis mon mari et moi, on s'était dit, on va aller marcher jusqu'à la gare de train, mais on était entré par Warren Park. Donc, c'était dans un quartier résidentiel près de la Villa Saint-Joseph. Mm. On entre à Warren Park, il y a un petit étang. Wow! Il y avait comment on appelle ça? Des bullfrogs, des
Ah, des crapauds, des clés de... Euh, Pas des euh, clés... c'est comme des crapauds, là, mais ça fait là. Oui, oui, oui. Oui. Puis, en plus de ça, il y avait des petites. Oh mon Dieu, hey, là, je suis en train de perdre le nom de mes insectes, j'arrive pas à croire. Euh, des Des- lucioles. Il y avait des lucioles. Parce que c'était comme tard le soir, là, puis nous autres, on s'est dit, on va avoir de lumière, on va être correct, là. On arrive là, il y a des lucioles, il y a les crapauds qui font leur bruit. On est resté là. Puis on s'est dit, ah, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la station. On va juste continuer comme ça. On va rester là. Puis on est resté, je pense, une demi-heure à regarder tout ça. Puis on est reparti. On est retourné à Wow. la maison. Puis Oui, ça a oui, été une de nos plus belles sorties. oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, pour revenir à la question, comment est-ce que ces sorties-là dans la nature influencent ton écriture? Oui, Tu oui. disais que d'une certaine façon, tu trouves, il y a comme un fil conducteur dans ton écriture, que ce soit d'un point de vue inspiration ou dans ton écriture même. Oui. Euh, je dois avouer, je le cherche, là. Ta question est vraiment importante, mais tu sais, je peux pas dire qu'est-ce que c'est une quête. Tu sais, tu es venu au cercle d'écriture. Je- Comment est-ce qu'on se met en état de créativité? Je pense que ça, c'est un gros morceau. Déjà, se trouver la motivation quand on a beaucoup de choses puis beaucoup de distractions, c'est pas évident, mais tu sais, je te dirais que souvent, les exercices de créativité me ramènent à des moments dans la nature. Alors, il y a définitivement quelque chose là. C'est que c'est imprégné en moi, ça fait sens pour moi et donc je veux partager quelque chose par rapport à cette présence dans la nature-là. Euh, mais je ne suis pas encore en état de dire, tu sais, je me mets dans la nature, puis il y a quelque chose qui va venir. Tu sais. Souvent, la musique va avoir cet impact-là pour moi. Tu sais. Il y a une fille qui s'appelle Manon Lavoie qui a le Cercle des Muses au Québec. Et puis elle, c'est vraiment la connaissance de soi par l'art. Et donc, elle a des ateliers absolument formidables où est-ce on crée, mais bon, de l'art avec des dessins ou des pinceaux ou quoi que ce soit. Puis elle utilise beaucoup la musique dans ce qu'elle fait. Alors, je, je on essaie ça aussi dans le cercle d'écriture, de mettre la musique et puis de voir, tu sais, pendant une heure, puis voir qu'est-ce qui ressort, tu sais, puis qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça apaise peut-être, puis qui permet à autre chose d'émerger. Fait que je pense que ça doit être quelque part autour de ça, tu sais, autour de, de, de trucs comme ça qui viennent déclencher quelque chose, la beauté de la nature, la beauté dans la musique qui peuvent vraiment nous amener à un moment de créativité. Puis je pense aussi, des fois, c'est le mouvement qui Ouais, nous amène à mettre le tout en arrière-plan. oui, On arrive à créer un peu plus de distance par rapport à ce qu'on veut créer. Puis ça travaille en arrière-plan pendant, je sais pas, j'allais courir quand j'avais il n'y a rien qui sortait pour ma thèse. Hein. J'allais courir, je revenais, pouf, tout sortait tout seul. ah, oui, oui, C'est comme oui, si ça fonctionne. Processing, processing, processing. oui, oui, Ça sort tout seul. Fait que souvent, moi, je dis tout le temps aux gens, essayez juste de sortir, aller respirer de l'air, ayez une conversation avec votre voisin sur je ne sais pas trop quoi, puis revenez, puis essayez de voir si ça vous inspire ou si vous absolument. passez à travers votre moment de défi. J'allais dire de difficulté, mais non, 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 c'est pas difficile, ça. Un moment de Oui, défi. Oh, oui, ouais. Ouais, oui, exact. puis maintenant, tu es rendu au point où c'est toi qui animes le cercle d'écriture avec le Centre francophone de Hamilton. C'est ça. Merci. Merci de faire ça, parce que ça, c'est ton engagement encore une fois au sein de la communauté franco-ontarienne. Merci de le faire Oui, parce que clairement, oui, on est plusieurs à avoir voulu ça.
Exact, oui, oui. Ben, c'était quelque chose, c'est quelque chose qui est né parce que j'avais, tu sais, je voulais écrire davantage, puis tu sais, bon, je trouvais pas que la muse venait me voir trop souvent, puis je me disais, hey, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient ça se regrouper, puis tu sais, on est imputable entre nous, puis on explore des façons de créer par l'écriture, etc. En tout cas, si ça m'intéresse moi, peut-être que ça intéresse d'autres personnes. Alors, c'était vraiment parti de là, puis j'ai eu l'idée de le proposer au Centre francophone parce que ben ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, c'est pour ça que je me suis impliquée avec le Centre francophone de Hamilton pendant un bon bout de temps, c'est que c'est un espace où justement on peut proposer des choses. Tu sais, et tout n'a pas besoin d'être le résultat d'une subvention, by the way. Tu sais, tu peux dire, OK, moi j'aimerais ça qu'il se passe une ligne d'impro, j'aimerais ça qu'il y ait telle affaire ou telle affaire, telle affaire. Et puis, il y a il y a un cercle, il y a un club de cinéma à Hamilton qui fonctionne depuis des années, un club de lecture oui, de lecture qui fonctionne Ah depuis oui. encore plus longtemps. Puis c'est juste des bénévoles, c'est des gens qui choisissent de s'impliquer, de coordonner, puis là, d'autres qui viennent s'engager, puis à lire, puis à discuter entre eux. Alors, pour moi, ça, c'est tout relié. Tu sais, c'est créer un espace francophone où tu sais, on peut essayer des choses, où on peut proposer des choses comme des randonnées en français ou des cercles d'écriture ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça. C'est aussi lié à une période de ma vie où, après 20 ans, je veux être comme à la semi-retraite. Je veux garder la porte entrouverte pour des mandats comme qui au téléphone si ça arrive. Mais je veux surtout mettre dans ma vie des choses qui me tentent vraiment. Tu sais. Pas que le Mhm. travail me tente pas vraiment. Non, au contraire. Mais, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, qu'est-ce qui ajouterait, là, du crémage sur le gâteau, là, à ce moment-ci? Puis, c'est vraiment là-dedans que je suis en ce moment, puis j'ai beaucoup de plaisir. Écoute, super. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent contacter le Centre francophone de Hamilton, qui, en passant, le Centre francophone a un bulletin mensuel qui est envoyé par courriel. Donc, les gens peuvent se renseigner comme ça, à savoir c'est quoi les activités. Le Absolument. cercle d'écriture a commencé. Les gens Oui. peuvent s'informer par rapport à ça. On a parlé d'engagement communautaire. En tout cas, je te dis un grand merci au nom de la communauté parce que Ah, c'est c'est gentil, grâce merci. aux activités que tu as organisées, c'est le fun qu'on puisse continuer justement à évoluer au niveau de la vitalité de la communauté. Puis je suis sûre que le cercle d'écriture, là, ça va être quelque chose qui va se poursuivre pendant des années de temps. Donc, un grand merci, Marie-France. T'es donc fine. Merci beaucoup, Hélène. Merci de l'invitation. J'ai vraiment apprécié notre conversation. J'oublie même combien de temps que ça fait qu'on jase comme ça. Ça s'est fait. On est allé dans toutes sortes de directions, mais il y avait un fil conducteur tout le long. Alors, merci pour tes belles questions. Merci pour cette expérience. Ça me fait plaisir, mais c'est pour ça que je suis en train de OK, on va commencer à ramener tout ça ensemble, là. Donc, Oui. écoute, c'est moi qui te remercie énormément d'avoir partagé ton précieux temps avec moi, puis avec tout le monde qui va écouter l'entretien, le podcast, l'émission radio, qui va nous regarder en ligne aussi. Puis, je rappelle aux gens que ben, tu es Marie-France Lefort et tu offres des services conseils avec ta compagnie Proforem. Et donc, les gens peuvent communiquer avec toi par Oui. l'entremise de ta page LinkedIn, donc Oui, ou mon Marie-France site Lefort. web, mariefrancelefort.com. Donc, aussi peuvent me retrouver de cette façon-là. Ça, puis si les gens veulent avoir davantage de renseignements sur les cercles d'écriture, le cercle de lecture, tout ce qui se passe en français à Hamilton, il y a le Centre francophone de L'infolettre. Hamilton, il y a l'infolettre, on vous suggère de vous abonner. Il y a également sur Facebook un groupe que Marilyn Batelot avait commencé, puis on ne se Oui. rappelle plus trop du nom, les Je pense que c'est francophones Hamilton. francophone de Hamilton, je pense. Si vous tapez ça dans Facebook, francophone de Hamilton, vous allez le retrouver. Puis Marilyn a fait un travail extraordinaire pour aider les gens, tu sais, diriger, donner de l'information. Vraiment, là, on la salue parce que Ah, ouais. elle Ça, est très, c'est. très, très active. Puis encore là, je pense que c'est son bénévolat. Donc, c'est très Oui, utile. oui, oui, oui. Elle fait vraiment un travail formidable pour aider les gens à Mm. s'intégrer dans la communauté, surtout quand Voilà. ce sont des nouveaux venus.
Mm. Donc, je rappelle à tout le monde que vous écoutez l'émission The Coolest Journey et vous pouvez réécouter l'épisode sur cfmu.ca, mais aussi sur Spotify, Apple, YouTube. Puis là, c'est d'avoir sur quelle autre plateforme on peut distribuer ça. Mais aussi, vous pouvez consulter le site web thecoolestjourney.com pour retrouver les enregistrements. J'espère que ma conversation avec Marie-France Lefort vous aura donné envie de vous reconnecter à vos intérêts et à votre communauté. Parce qu'une bonne communauté autour de nous, c'est le gage d'une qualité de vie accrue. À très bientôt. D'ici là, je vous souhaite santé, énergie et le plus beau périple de votre vie. Merci Marie-France Merci à toi. Salut tout le monde. et bye tout le monde.